Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en cette matinée du 19 juin 2021. Nous serons ensemble jusqu'à 10h30. Alors le 19 juin, c'est une date phare dans l'histoire de l'Algérie, dans l'histoire coloniale de l'Algérie. C'est une date à la fois triste mais aussi glorieuse. C'est une date qui a marqué on va dire la condamnation du premier shahid à la guillotine. Il s'agit de Ahmed Zabana, un shahid immortel, un shahid donc qui est un symbole du combat et de la résistance. Hommage à ce shahid immortel Ahmed Zabana dans notre émission ce matin, dans un autre registre plutôt économique mais aussi environnemental. L'Algérie se met déjà donc aux normes internationales concernant les carburants, puisque désormais il n'y aura plus de plomb dans les carburants. Donc nous allons parler de cette initiative et de cette décision de taille particulièrement pour la protection de l'environnement. Les rubriques habituelles du samedi, à savoir Samira Hadjamar, elle cette fois-ci rendra hommage à l'un des artistes peintres donc, qui ont marqué l'histoire de la peinture contemporaine algérienne, à savoir Smaïl Samsoum, lui qui a fait un bon bout de chemin de sa vie en Algérie, de très belles œuvres, donc marque un petit peu son travail artistique. Nous terminerons l'émission en compagnie de Massilias Farhani, lui qui va s'intéresser à une saga. C'est une saga, on va dire, la plus vendue au monde, qui a été le plus traduite à plus de 80 langues, donc, et la plus vendue, comme je vous ai dit. Il s'agit de l'histoire magique d'Harry Potter, donc c'est vraiment l'histoire qui a marqué petit et grand, non seulement à travers les sagas, mais aussi à travers les films qui ont été donc réalisés à partir des scénarios de cette saga. Voilà pour le menu de ce matin. On vous rappelle que notre émission est sponsorisée par Coral Peinture, mais avant cela, les nouvelles du ciel en compagnie de Mina Abd. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis, أينما كنتم. Bonjour Mina. Bonjour. Comment ça va? Ça va hier? Très bien. Alors hier, tu nous avais dit qu'on aura les 4 saisons durant la journée. Oui. Pourtant, on a eu que de l'humidité, on a eu de la pluie, on a eu du soleil de le la matin. Grisaille. Mais le matin. Finalement, je me suis focalisée que ce qui s'est passé l'après-midi. Bah oui. Ça m'a tellement marqué parce qu'à 15h, 15h30, entre 15h et 16h, il y avait tellement de la grisaille qu'on aurait dit qu'il était 20h, 19h, 20h. Exactement. Comme ça. Il y a eu de la pluie aussi. Il y a eu de la pluie. La pluie, des orages. Des orages, du sable. Du sable surtout. Beaucoup de sable. Beaucoup de sable. Effectivement, ça a permis au moins de nettoyer l'air. Oui. Mais pas de nettoyer les voitures par contre. Désolée pour ceux qui ont lavé leur voiture hier. Voilà. Moi, fallait pas le faire. De toute façon, moi, j'ai lavé juste les vitres pour bien voir durant la route et après on le fera durant la journée. Non, pas aujourd'hui. Évitez. Non. Ça va reprendre. Copier-coller. Ah bah heureusement que j'ai rien fait ce matin. Alors. Voilà. Heureusement que j'ai pas dépensé de l'énergie pour ça. Non. Très bien, donc je vais me contenter juste de laver les vitres en attendant. Pour le moment. Donc ça va continuer. Ça va continuer. Un peu plus de détails, Mina? Avec plaisir. Allez, on y va. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Excellent réveil et beaucoup d'humidité cette matinée sur les régions côtières. Un taux d'humidité qui dépassera les 80% cette fois-ci. 10% de plus qu'hier. Hier, c'était à 70. C'était à 70. Aujourd'hui, c'est à 80. Alors, sur l'ensemble des régions côtières, avec un ciel plutôt voilé en journée, voilé avec des orages sur l'ensemble des régions côtières. On notera des nuages, des pluies également sur les régions intérieures avec des particules de sable en suspension sur les régions intérieures ainsi que sur les régions côtières. Des vents assez forts jusqu'à 50 km/h. Sur la partie sud, un ciel voilé avec quelques orages isolés sur la Saoura, le Nord Sahara, un ciel dégagé sur le Sahara oriental au Gard et le Tassili avec de fréquents soulèvements de sable. Les températures de cet après-midi, on notera sur la moitié nord 42 degrés à Constantine, 29 degrés à Tizi Ouzou, 29 également du côté d'Alger, 35 Djelfa, 46 degrés à Khardaya, 38 à Béchar, 35 à Tindouf et enfin 47 degrés, ça sera la maximale à Adrar et à Salah.
On passe tout de suite à l'état de la mer. Pour cet après-midi, eh bien, on notera une mer calme, un peu agitée hein, sur l'ensemble des régions côtières, avec des vents entre 20 et 40 km/h à l'ouest du pays et entre 10 et 20 km/h sur le centre et l'est. On passe tout de suite à l'Amérique du Nord pour aujourd'hui. Un ciel dégagé à Dallas, plutôt couvert, avec des pluies à Mexico, Miami, New York et Montréal. Côté Mercure, on notera 22 degrés à Vancouver, 28 en Californie, 36 à Dallas, 22 degrés à Mexico, 31 degrés à Miami et enfin 32 du côté de New York. Encore une fois, excellente matinée et à tout à lundi. La météo vous est présentée par Mobilis. Mobilis أينما كنتم. Et donc, Mina, quand est-ce qu'on pourra laver nos voitures? Amel vous le dira. Ah, Amel nous le Je dira, laisse Amel voilà. prendre cette Amel, responsabilité. alors, on précise que c'est Amel Laribi qui nous le dira. Voilà. Demain, à partir de demain, peut-être qu'elle va nous le dire. Oui, peut-être. Pourquoi pas? Demain, oui. Oui. Voilà, on attendra les prochaines prévisions. Donc aujourd'hui, on ne touchera pas aux voitures, on Non, laisse non, comme vaut ça. mieux pas, vaut mieux Voilà, pas. il Vaut mieux pas, parce que ça risque de recommencer cet après-midi. Ah ben voilà, très bien. Merci beaucoup, Mina. Merci, Donc Nour. on te retrouve tout à l'heure Avec après le plaisir. journal télévisé du midi, Et 19 celui de heures. 19h, le week-end prochain, pour Bonjour d'Algérie. Merci, Tout à Mina. fait. Bonne journée à toi. Merci. Et on continue, pause musicale en compagnie du groupe Day qui nous interprète Anna Jazairi.
Et c'était donc Groupe Day qui nous a interprété Ana Jazairi, Jazair Ard al-Ahrar. Et aujourd'hui, justement, nous allons rendre hommage à l'un des Ahrar al-Jazair. Il s'agit de Ahmed Zabana, donc un shahid immortel qui a été le premier condamné à mort, donc avec la guillotine le 19 juin 1956. Nous en parlons ce matin en compagnie de Hassan Ara. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, le 19 juin, donc c'est à la fois, je le disais ce matin, une triste journée donc, dans l'histoire coloniale de l'Algérie, mais aussi glorieuse. Glorieuse, oui. Glorieuse par le martyr d'Ahmed Zabana et de Abdelkader Farraj. Parce qu'ils étaient deux, effectivement. Ils étaient deux. Donc les condamnés à mort aiment bien qu'on parle des deux premiers condamnés à mort à être exécutés par la guillotine. Mais avant d'évoquer l'exécution en elle-même, on doit rappeler que la France coloniale avait d'abord utilisé la condamnation à mort à partir de 1955. D'ailleurs, lui, il a été condamné à mort au mois de mai 1955 comme une arme de guerre. C'est-à-dire dans une période où la lutte de libération nationale a pris de l'ampleur, il y avait une intensification de la lutte. La France coloniale, en riposte à cette intensification de la lutte, décide d'utiliser cette machine de guerre qui était la condamnation à mort. Donc à partir de 1955, il va y avoir un certain nombre de condamnations à mort qui seront prononcées par des tribunaux spéciaux, c'était des tribunaux militaires, à l'égard des Algériens, à l'égard des militants et des combattants de l'ALN. Et puis en 1956, on passe à une autre phase, celle donc de la terreur. On a voulu instaurer la terreur au sein de l'ALN et de tous les fidèles du Front de Libération Nationale à travers cette exécution terrible par la guillotine. Il faut rappeler que la guillotine, elle a été déjà associée dans l'histoire française à la terreur. Donc l'objectif visé, le but du système colonial, c'était de frapper les esprits. Et puis exécuter Zabana et Abdelkader Farraj, c'était pour l'exemple. C'est-à-dire aujourd'hui, tous les historiens disent c'était une exécution pour l'exemple. Mais ce qu'il y a lieu de souligner, c'est que quoi qu'on dise, Ahmed Zabana, il a eu les bourreaux par son comportement face à la guillotine. Il les a eus, c'est-à-dire il a eu ses bourreaux et à travers eux tout le système colonial, parce qu'il était digne et puis il leur a demandé de passer selon, évidemment, un témoignage de son avocat, parce que les avocats des condamnés à mort assistaient donc à l'exécution. C'était Mahmoud Zatal. Dans un témoignage, il leur a dit, voilà, je passerai en premier, et puis il a fait sa prière, et il a fait ce qu'on appelle, il leur a dit, cette profession de foi d'un combattant, d'un condamné à mort, d'un combattant de l'ALN. Il leur a dit, moi, je meurs, et l'Algérie vivra. C'est comme ça qu'il les a eus. Oui. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs de lui un symbole du combat et de la résistance, c'est ce qui a fait de lui un shahid immortel. Oui, immortel, un shahid immortel, mais Zabana, on n'a pas trop évoqué parce que on s'est toujours focalisé sur cette exécution. Mais on doit rappeler qu'elle était parmi les premiers combattants de l'ALN parce qu'elle a été désignée par l'Arbi ibn Mehdi comme chef de région dans la zone 5. C'est la zone ouest. La future wilaya 5. Et puis, il a été arrêté, blessé, transféré, donc arrêté le 8 novembre, c'est-à-dire une semaine après le déclenchement de la guerre de libération nationale. Il a été transféré dans un camp d'internement et puis jugé, condamné à mort. Il sera donc transféré à la prison d'Oran avant qu'il ne soit
une fois de plus transféré à la prison de Serkaji, où il sera justement exécuté. Donc ce procédé d'exécution, il va commencer en 1956, mais il ne va pas s'arrêter. Parce qu'en 1957, c'est-à-dire là, c'est la guillotine qui entre en action avec l'exécution de Zabana et de Abdelkader Faraj. Mais en 1957, la guillotine s'emballe, pour emprunter un terme d'une historienne. Elle s'emballe parce qu'au mois de février, par exemple, 1957, nous assistons à l'exécution de 16 personnes en moins d'une semaine. Entre le 2 et je pense le 10, il y a eu 16 exécutions à la guillotine, à la prison d'Alger. Et puis tout au long de 1957, je pense qu'il y a eu 98 exécutés en Algérie. Et il y avait des exécutions doubles, des exécutions triples, quadruples et quintuples. C'est-à-dire en 1957, on a assisté à 5 exécutions le même jour, c'est-à-dire et à 4, à 3. C'est carrément transformé en machine à tuer. C'est une machine infernale, c'est une machine à tuer en 1957, pour vous dire un petit peu. C'est pourquoi on parle de cette violence d'État qui a été exercée par le système colonial pendant la guerre de libération nationale. Cependant, la guillotine, donc cette, on va dire, machine à tuer, à exécution, donc finalement, n'a pas dissuadé les Moudjahidines, n'a pas dissuadé la foi. Mais jamais, c'est pourquoi. D'ailleurs, moi, j'ai réussi à arracher un entretien, donc un témoignage, un ancien condamné à mort, Allah yarhamou, parce que le défunt Ben Hamida, donc Ben Hamida, il m'a restitué un petit peu la vie, comment les condamnés à mort se préparent psychologiquement. C'est-à-dire, ils avaient un ascendant sur leur bourreau. Pourquoi ils avaient cet ascendant? C'est dû au comportement d'Ahmed Zabana. C'était la question que j'allais vous poser. Est-ce que justement son comportement a influencé toutes les autres exécutions? Parce que Ben Hamida évoquait une sorte de concurrence, c'est-à-dire face à la guillotine, tous les moudjahidines du FLN voulaient donner l'exemple, voulaient faire mieux que Zabana, c'est-à-dire cette dignité et ce courage face à cette machine infernale. Et puis un mot sur Zabana en prison, parce que Ali Zamoum, qui était également arrêté au début de la guerre de libération nationale, en Wilaya 3, était son compagnon de cellule à la Casbah. Il disait dans un de ses témoignages que Zabana était d'une perspicacité extraordinaire, d'une grande perspicacité. Il disait, il ne parlait pas trop, mais quand il parle, il avait toujours raison. Pour reprendre ce témoignage extraordinaire de Ali Zamoum, parce qu'il a eu à le connaître dans la cellule. Voilà un petit peu le parcours. C'est pourquoi il avait donné l'exemple à tous les autres combattants de l'ALN. Alors justement, Ahmed Zabana, donc avant qu'il soit exécuté, il a laissé une lettre à ses parents. Oui, effectivement. Donc la lettre que son avocat, Zartal, d'ailleurs c'est une lettre qui a été même publiée par le journal Moudjahid juste après son exécution. C'est-à-dire, je parle de l'organe officiel de la révolution algérienne. Cette lettre, elle traduit ce courage. Elle leur a dit, mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Donc, pour vous dire un petit peu... La conviction. La conviction. D'ailleurs, il a pris le soin de préparer sa famille. Il les a cités nommément. Et justement, Hassan Arab, nous sommes en train de voir la lettre qui a été écrite par Ahmed Zabana. C'est quand même émouvant de voir... Bien sûr, d'ailleurs, les condamnés à mort demandent depuis des années à ce que cette lettre soit lue à tous les élèves des écoles. Qu'elle soit enseignée. Oui, et qu'elle soit enseignée. Effectivement. Alors justement,
là, nous sommes en train de parler donc, de l'un des symboles donc, du combat et de la résistance, à savoir Ahmed Zabana, lui. Donc, il s'appelle à la base Hamida Zahana, n'est-ce pas? Hamida Zahana, justement, dont le nom de révolution était celui de Ahmed Zabana. Donc, il a compris que la seule voie pour le peuple donc, était le recours à la lutte armée, bien entendu. Donc, il s'investit corps et âme dans la mission de Moudjahed de première heure, puisque lui, donc, il a été, il a très vite rejoint donc, les rangs dès le début. Dès le début. Il faut dire également qu'il était déjà militant de l'organisation spéciale du MTL, cette organisation paramilitaire qui allait servir de fer de lance pour la lutte de libération nationale. Et effectivement, donc il fut le 19 juin 1956 le premier militant de la cause nationale à être guillotiné donc à la prison de Barberos d'Alger. Avant de passer donc à la guillotine, une lettre a été écrite par lui-même donc à ses parents, nous dira Sophia Chouban dans ce reportage. Prison civile d'Alger, le 19 juin 1956. Très chers parents, chère mère, je vous écris cette lettre, je ne sais si c'est la dernière. Dieu seul le sait. Toutefois, s'il m'arrive quoi que ce soit, il ne faut pas croire que c'est fini, parce que mourir pour sa patrie, ce n'est qu'un devoir. Dans cette émouvante lettre, le Shahid Ahmed Zabana savait que ses heures étaient comptées. Le jour du 19 juin 1956 à l'aube, le premier martyr de la guerre de libération nationale est monté sur l'échafaud pour subir une mort atroce par guillotine. Toutefois, l'homme qui fut le militant de première heure pour l'indépendance de l'Algérie était serein, car d'emblée il savait que sa cause était juste et noble. L'enfant de l'Oranie s'est distingué dès son jeune âge par son patriotisme, où il a adhéré en 1949 à l'organisation spéciale, OS. Il a prouvé par son dynamisme et son sens de la responsabilité qui lui incombait à devenir plus tard le moteur pour l'organisation du déclenchement de la Révolution en 1954. Il ne tarda guère à s'inscrire avec bravoure durant les combats contre l'armée coloniale. Ahmed Zabana a réussi à fédérer beaucoup d'éléments en Oranie et à collecter des cotisations servant la cause nationale. Lorsqu'il fut prisonnier par les troupes françaises de l'époque, il a subi toutes sortes de tortures et de sévices qui ne l'ont pas pour autant ébranlé jusqu'au jour fatidique qui l'a mené à la mort. Le Shahid Ahmed Zabana a laissé une mémoire vivante pour que l'Algérie devienne un pays libre et démocratique. Son nom est inscrit en lettres d'or à travers des écrits sur sa mémoire de combattant, parmi lesquels l'ouvrage Viva Zabana de l'auteur Boualem Nedjed. Aujourd'hui, de nombreux édifices de stèles et d'artères de ville portent le nom de Ahmed Zabana. Et comme un crime ne reste jamais impuni, la guillotine qui a décapité la tête de Hamida et celle de centaines de têtes d'Algériens est exposée au musée central de l'armée à Alger. C'était donc un reportage de Sophia Chouban. Donc beaucoup d'émotions, effectivement.
Hassan Arabe, donc dans le livre de Boualem Nedjadi, on lit sur la page de garde, les héros meurent, les mères pleurent et les mémoires demeurent. Ah oui, la mémoire demeure, parce que la mémoire de Zabana traduit un combat, donc traduit la dignité et le courage de tous les militants, de tous les combattants de l'armée de libération nationale et du Front de libération nationale. Il va y avoir donc 222 exécutions à la guillotine, hein, parce qu'il va y avoir, à partir d'un certain moment, à partir de la fin de 1959, les exécutions, c'était donc des exécutions à balles. Donc on a arrêté les exécutions par la guillotine. Mais 222 exécutions, c'est déjà énorme en l'espace de 2 ans et demi. 2 ans et demi, 222 à la guillotine. Oui. C'est effectivement énorme. Alors, Hassan Arabe, justement, pour les 222, donc aussi Ahmed Zabana, donc comment est-ce qu'on a un petit peu des témoignages par rapport à comment il vivait les instants avant, avant l'exécution? Zabana savait que d'ailleurs sa lettre, elle traduit en quelque sorte... Une lettre prémonitoire, pratiquement. Non, il savait qu'il allait être exécuté, parce que selon certains condamnés à mort, donc selon des témoignages, on dit qu'il y a d'abord des indices qui les renseignent sur une préparation d'une exécution. Et parmi ces indices, c'est d'abord, vous avez la visite de l'avocat. Et puis l'avocat, il vient, il ne va pas vous dire qu'il y a une exécution, mais il prend un discours, il prône un discours dans lequel il va vous préparer l'Algérie. Voilà, préparation psychologique. L'Algérie va se libérer, l'Algérie sera indépendante. Et puis il commence donc, celui qui commence à réfléchir, il va se dire pourquoi il m'a... Et Ahmed Zabana, il a reçu son avocat. Donc quand il est revenu dans la cellule, quand il quitte le parloir, c'est-à-dire 2 jours ou 3 jours avant cette entrevue avec son avocat, il a dit à Ali Amoum qu'il allait être exécuté. Il l'avait compris, donc dans le discours de son avocat. Avec toute sa perspicacité déjà, avec toute son intelligence, donc il pouvait lire entre les lignes. C'est un homme très politique selon Ali Amoum, parce que Zabana, c'est également un homme, un fin politique, ce qu'il faut également dire. Et les autres condamnés à mort, ils guettaient le moindre signe, le moindre bruit, notamment à Serkedji. Donc, ils savent, par exemple, les écrous, la manière avec laquelle on ouvrait les cellules, et puis, notamment, le camion qui ramenait la guillotine à Serkedji. Donc, selon Abdelrahman Ben Hamida, il disait que le camion, il avait un bruit un petit peu spécial. Dès qu'il entame la rampe Louni Arsri, en ex-rampe Vallée, le camion devait débrayer, s'arrêter, débrayer. Donc, ils savent que c'était le camion de la guillotine. Il reconnaissait le bruit. Il reconnaissait le bruit. Et puis, il y avait les lumières, parce que les cellules du premier étage donnaient pratiquement sur la cour, sur le lieu où la guillotine est montée et est installée. Alors, certains témoignages aussi, lorsque l'exécution est faite, le bruit que faisait justement la guillotine était très percutant. Oui, était percutant. Et dans le cas de Zabana, c'était terrible parce que la lame s'est arrêtée à 3 reprises. Comme si elle-même ne voulait pas entamer l'exécution. Exactement. Mais comme les plus hautes autorités de l'époque s'acharnaient contre les Algériens, donc on n'a pas respecté la tradition. C'était justement la question que j'allais vous poser, parce que normalement, s'il y a une tradition par rapport à ça... C'est pourquoi je vous ai dit, il a été guillotiné pour l'exemple. Donc il fallait le guillotiner. Donc la tradition, normalement, si elle s'arrête 2 fois, on n'exécute plus le condamné, n'est-ce pas? Oui. Et là, donc à 3 reprises, mais ça a été quand même fait. Ça a été quand même fait.
Voilà. Donc aujourd'hui, il faut dire, Hassan Arab, qu'il y a une association. Il y a une association qui existe des anciens condamnés à mort. Oui. Donc c'est vrai qu'ils se rencontrent souvent. Donc c'est très émouvant finalement d'assister à tous les témoignages lorsqu'ils parlent un petit peu de comment ils ont vécu. Parce qu'eux-mêmes, ils ne pensaient pas qu'ils allaient s'en sortir. C'était ce qu'on appelle les rescapés de la guillotine. Voilà. C'était les rescapés de la Alors guillotine. justement, vous qui êtes tout le temps en contact avec eux, parce que vous-même vous êtes chercheur en histoire, donc j'imagine que vous avez récolté beaucoup de témoignages de ces personnes-là. Alors là, vous nous avez parlé un petit peu de comment un avocat peut préparer un futur condamné à mort, mais j'imagine qu'il y a aussi un soutien moral qui va être... Ah oui, il y a un soutien. Et c'est-à-dire, il y a un échange il y a un échange dans les... C'est-à-dire dans le quartier des condamnés à mort. Notamment, donc, Serkadji, vous avez le rez-de-chaussée, il y avait des cellules, et puis il y a des cellules au premier étage. Donc, mais ils se parlaient, ils lisaient beaucoup. Il priait. Celui qui n'a pas prié, par exemple, avant qu'il ne soit condamné à mort, il se rattrape. Et puis il y a des gens qui faisaient carême. Donc je retiens ça du témoignage inédit de Abdelrahman Ben Hamida, à qui on rend hommage aujourd'hui, parce qu'il est décédé récemment, c'est-à-dire récemment, il y a quelques années quand même. Il disait, il m'avait dit, Ben Hamida, qu'il n'a jamais autant ri, c'est-à-dire ri au sens propre du terme, que lorsqu'il était dans les couloirs de la mort. Donc, et pour vous dire qu'ils étaient préparés psychologiquement, parce qu'ils savent qu'ils sont condamnés injustement et qu'ils seront donc exécutés pour une noble cause, celle de libérer leur pays. Donc toute leur force réside dans cette conviction, cette détermination de libérer leur pays. Et puis il faut dire aussi, Hassan Arab, que même s'ils devaient être exécutés, ils étaient un petit peu tranquilles parce qu'ils savaient que la conviction, que la lutte pour la cause donc noble de la libération de l'Algérie allait continuer après eux. Ils le savaient, ils étaient convaincus de cette... C'est pourquoi je vous ai dit la lettre de Zabana. Moi je meurs, l'Algérie vivra. Donc ils savaient qu'on allait vers l'indépendance. C'est pourquoi. Donc c'était les premiers militants. Donc ils avaient mesuré, c'est-à-dire les conséquences de leur action. Ils avaient, c'est ça où réside la force de tous ceux qui ont pris les armes le 1er novembre 1954. Ils savaient qu'ils allaient vers la victoire. Et justement, là vous parlez un petit peu de mesure de l'impact de leur exécution, de l'impact. Donc si jamais un jour ils devaient disparaître injustement, comme vous l'avez dit. Et là, l'ami Aboud Bouda, justement, va revenir dans ce reportage sur le parcours d'Ahmed Zabana. Vous l'avez dit tout à l'heure, on parle beaucoup d'exécution, mais peu de ce que Ahmed Zabana a fait. Et justement, l'ami Aboud Bouda s'est intéressé au parcours d'Ahmed Zabana, à son exécution dans ce reportage. Et on se retrouve juste après. Ahmed Zabana, le premier guillotiné de l'histoire de la révolution algérienne. Un homme engagé très tôt dans le mouvement nationaliste. À 14 ans déjà, il se jette corps et âme dans le scoutisme. بدأ نضاله منذ القديم. خرط في الكشافة وخرط في الحركة الوطنية في سنة 1941. الكشافة هي اللي أعطاته قوة باش ينخرط. Ahmed Zabana faisait partie de l'organisation spéciale LOS. Il a été arrêté une première fois. En 1950, il écopera de 3 ans de prison et à sa sortie, il reprendra ses activités. Un certain 8 novembre 1954, il est encerclé à Ghar-Boujlida, capturé. Il sera jugé et condamné par le tribunal d'Oran à la peine capitale le 21 décembre 1955. Le 19 juin 1956, Ahmed Zabana sera exécuté dans de macabres conditions sur lesquelles revient Maître Ben Braham, qui a été l'élève de Maître Zabtal, l'avocat de Zabana. Lorsqu'on fait une exécution d'une sentence criminelle, soit par les armes, soit par le couperet d'une guillotine, une fois que la lame est tombée et que l'exécution s'est faite, on ne revient plus sur la situation. Mais lorsque la guillotine ne tue pas,
Et on répète, nous ne sommes plus dans l'exécution d'une sentence criminelle. Nous sommes dans une exaction judiciaire. C'est-à-dire c'est un crime commis par l'appareil judiciaire contre le condamné. Voilà pourquoi la notion d'exaction judiciaire est extrêmement importante et c'est un des crimes contre l'humanité commis par justement l'État français. Maître Fatima Zahra Ben Brahim reviendra sur le livre de Roland Dumas et les confidences de François Mitterrand sur Zabana, un événement qui l'a marqué à vie. Mitterrand, à la fin de sa vie, vous savez que Roland Dumas était son meilleur ami. Donc il lui a fait des confidences avant de mourir. Et dans son livre, il y a plusieurs pages qui sont justement destinées à l'Algérie et à la mort de Zabana. Et pendant toutes ces lectures, vous voyez comment Mitterrand a dit que ma plus grande blessure, ma plus grande souffrance a été l'Algérie. Et il parle justement de l'exaction de Zabana et il parle pour la première fois, un président de la République fait ses aveux à son ami qui est lui-même homme politique, il lui dit qu'effectivement la guillotine est tombée plusieurs fois sur sa tête. Pouvait-on espérer quelque chose comme ça? Eh bien non, on ne pouvait pas espérer. Mais comme la volonté de Dieu est extraordinaire et comme l'histoire s'écrit mais ne s'efface pas, alors nous avons des années après réussi à avoir encore une fois la preuve verbale du président français qui se confie à son ami Roland Dumas, lequel a écrit ce livre qui s'appelle Coups et blessures. Même après sa mort, il continue à vivre et il continue à hanter le président de la République française. Donc il est tout à fait normal que plusieurs personnes s'attellent à aller vers une recherche scientifique, une recherche historique, une recherche judiciaire. Mais je demande aux gens d'être honnêtes, de dire des vérités quand ils les ont, de les vérifier. L'avocate s'étalera sur les qualités indéniables d'Ahmed Zabana, un homme d'exception. Personnalité très très forte, un homme totalement convaincu. Et il voulait être le premier martyr de la guillotine. C'était son vœu. C'était son vœu. C'est pour ça qu'il a demandé à Maître Zertal de ne pas faire de pourvoi en grâce. Il leur a dit, je ne demande pas à la France qui m'a condamné, je ne lui demande pas pardon pour me gracier. J'irai rencontrer Dieu comme il a voulu. Et c'est pour ça que sa lettre est extrêmement belle. Et avec ça, il y a eu Moufdi Zakaria qui était sur place. Il était avec lui en prison. Il a écrit un magnifique poème, Ad-Dabih As-Sa'id. C'est un poème extraordinaire parce qu'il n'y a pas beaucoup de marche entre sa cellule et l'eau. Il n'y a pas beaucoup de marche. Il y a juste quelques petites marches. Mais quand il est sorti de sa cellule, il était dans une dignité extraordinaire. Il était extasié. En fait, Zabana était déjà parti avant même d'arriver à la guillotine. Il avait déjà rencontré Dieu. Il était déjà parti. Et voilà, donc de retour sur le plateau, on rappelle que c'est un reportage de Lamia Boudbouda. C'est un reportage que nous avons déjà vu, puisque là nous avons eu aussi à voir le défunt Mohamed Keshoud, lui qui est un moudjahid et aussi un ancien ministre. Voilà, donc on revient à vous, Hassan Arabe. Donc là on a vu Maître Ben Brahim, elle qui était l'élève du Maître Zertal, donc l'avocat d'Ahmed Zabana. Donc on a vu qu'il y a eu beaucoup d'émotions qui a été dégagées à travers ce reportage. Mais là, donc, elle avait évoqué à un moment donné donc, le président à l'époque de la République française, François Mitterrand. Bon, à l'époque, il était ministre. À l'époque, voilà. Ministre de l'Intérieur, il était plus exactement garde des Sceaux. Qui lui-même le président de la République française était René Coty. Donc, mais ce qu'il y a lieu de dire, c'est-à-dire c'est des décisions les exécutions étaient décidées par les plus hautes autorités. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire le président de la République, évidemment, bien entendu, en fonction des rapports de ses collaborateurs, le Premier ministre et notamment le garde des Sceaux à l'époque. Voilà, qui avait ordonné l'exécution. Oui, et nous savons que François Mitterrand, d'après certains historiens, voulait également la tête de Zabana à l'époque. Voilà, il faut dire que les choses soient claires. Voilà, il faut dire qu'Ahmed Zabana faisait très peur. Donc, et vous l'avez dit, d'ailleurs, il les a eus.
il les a eus. Donc, il les a eus. Son comportement, c'est comme ça qu'il... c'est pas il faisait très peur, mais j'ai dit le contexte de l'époque, c'est-à-dire c'est le contexte de cette... On est en 1956 et la Révolution a gagné en maturité et en organisation, c'est-à-dire la lutte s'intensifiait un peu partout, il a touché tout le territoire national. Donc c'est pourquoi il fallait donc installer une certaine terreur au sein, dans les rangs de l'ALN. C'est pourquoi on a fait appel à cette machine infernale pour un petit peu frapper les esprits. Et cibler Zabana, c'est-à-dire quelqu'un qui a participé au déclenchement de la guerre de libération nationale, c'était pas un fait de hasard. D'ailleurs, même Abdelkader, un mot sur Abdelkader Faraj, qui a été exécuté le même jour, quelques heures après. Même lui, il avait pris part donc aux premières actions de la lutte de libération nationale, dont la Wilaya 4 historique, parce qu'il avait participé à la destruction d'un certain nombre de fermes dans la région de l'Akhdariya, plus précisément. Donc le choix n'était pas, c'est-à-dire les fermes c'était les colons, c'est-à-dire c'est un petit peu pour satisfaire le lobby colonialiste, c'est-à-dire les colons d'Algérie, parce que c'est eux qui dictaient en quelque sorte la politique aux autorités françaises, notamment dans cette année 1956. Voilà un petit peu les raisons. Le choix, c'est le choix des deux figures de l'ALN en 1956 pour qu'elle soit exécutée n'était pas fortuit. C'était pas un choix fortuit, un choix vraiment bien étudié. Donc, pour revenir un petit peu à tous les autres chouhada qui sont venus après, guillotinés par exécutés par la guillotine, 222. Donc, on retient le chiffre de 222. Là, on parle réellement j'ai envie de dire, d'une réelle violence d'État. C'est une violence d'État. Donc, et nous allons voir après, tout au long de la guerre de libération nationale, cette violence d'État. C'est-à-dire, c'est des crimes prémédités qui seront commis à l'égard des Algériens tout au long de la guerre de libération. Et d'ailleurs, cette violence d'État va toucher son paroxysme vers la fin de l'année 1961 avec les accords d'Évian. Non, avec le massacre du 17 octobre 1961. Oui, donc, pour 17 vous dire octobre un petit peu, c'était une violence d'État exercée tout au long de la guerre de libération nationale et qui tire ses origines déjà des premières années de la colonisation, lorsque les Français ont décidé d'exterminer le peuple algérien c'était une tentative de l'exterminer pour le remplacer par une population, c'est-à-dire pour installer ce qu'on appelait à l'époque la colonie de peuplement. Alors justement, pour revenir encore une fois à la guillotine comme arme, à la guillotine donc comme arme d'exécution, comme machine à tuer, comme machine à exécution, il faut dire que c'est un procédé quand même qui date du Moyen-Âge. Qu'en est-il à cette époque de l'opinion publique internationale, donc par rapport à la reprise un petit peu de cette façon d'exécuter? La guillotine, elle est inscrite dans l'histoire française. Donc, elle a un rapport direct à l'histoire de France et à la France de l'après-révolution, parce que c'est un procédé qu'on a actualisé, qui a donc après la révolution de 1789 et puis la période de la terreur, donc instaurée par à l'époque l'un des révolutionnaires, à savoir Robespierre. Donc disons, on s'attaquait à toutes les personnes soupçonné de mener donc des actions anti-révolutionnaires, et puis même Robespierre lui-même sera exécuté. Donc on a commencé par, c'était l'exécution du roi et de la reine donc de France, et c'est comme ça que la guillotine va, quand elle entre en action, c'est pour justement instaurer la terreur. Et la ramener en Algérie dans le contexte des années 50, c'était justement pour frapper les esprits et pour instaurer cette terreur. Et justement, qu'en est-il à l'époque de l'opinion publique internationale par rapport à cette machine d'exécution?
l'opinion, parce que par exemple pour Zabana, on n'a pas vu des réactions, etc. Donc c'est vrai qu'il y avait il y avait à chaque fois des mobilisations, même l'opinion française. Il y avait des philosophes, il y avait des gens qui ont fait partie de l'intelligentsia française à un certain moment, qui s'opposaient donc à des exécutions des personnes bien précises, mais pas pour d'autres. Par exemple, il y avait une mobilisation pour Yveton, qui a été exécuté en février 1957. Voilà donc un autre militant qui a été également exécuté pour l'exemple. Parce que Yveton, la bombe qu'il avait déposée, elle n'avait pas explosé. C'était donc c'était au Hama, donc dans la centrale électrique. La bombe n'a pas explosé. Donc on a essayé de plaider mais Yveton, qui était militant communiste, qui a rejoint le Front de Libération Nationale, le FLN, individuellement. Donc il a commencé à militer. Elle avait créé un petit groupe au niveau donc du champ de manœuvre à l'actuelle place 1er mai, et il se réunissait avec ce groupe pour préparer des actions contre l'ordre colonial. Et lorsqu'il a été arrêté, ils ont décidé de l'exécuter. Pourquoi? C'était pour l'exemple. C'est pour également instaurer une certaine terreur dans les rangs des Européens d'Algérie, pour ne pas justement soutenir le FLN. Et puis, il y avait également 6 femmes qui ont été condamnées à mort, qui ne seront pas exécutées. Il faut donc voir ces exécutions dans un cadre plus global, parce qu'il va y avoir 3000 condamnés à mort. Et parmi ces condamnés à mort, il y avait des femmes. Donc, déjà, le procédé lui-même de la condamnation à mort était une machine de guerre. Alors, bien entendu, Zabana, il va faire couler beaucoup d'encre, n'est-ce pas? Et nous avons là un livre de Boualem Nedjadi. Lui, donc, il va revenir sur le parcours d'Ahmed Zabana, il va revenir sur donc l'exécution, mais aussi sur toute cette violence d'État. Voilà. Boualem Nedjadi, il a écrit un autre livre sur la violence coloniale. Il a écrit donc un autre livre sur les premières exactions colonialistes, donc pendant au XIXe siècle notamment, et il avait même fait des fiches des principaux criminels, c'est-à-dire les Pélissier, les Bugeaud, etc. Donc tous les généraux français qui ont commis des exactions pendant la colonisation ont été recensés dans un livre remarquable, publié en 2001 je pense. Et parmi ces crimes, justement, c'est demain nous commémorons l'un de ces crimes, le 20 juin 1845, il y avait les enfumades du Dahra. Voilà un procédé également, un procédé propre à l'armée coloniale française qui a enfumé toute une tribu, la tribu des Ouled Riyah, un 20 juin 1845. Un véritable crime, un véritable crime contre l'humanité. C'est une tribu qui s'est réfugiée dans une grotte, Al-Fatchih, et puis Pélissier, qui a exécuté l'ordre du général Bugeaud, avait décidé d'en finir à travers un procédé barbare. Ah ben voilà. Merci beaucoup Hassan Arab. C'est moi. Merci d'avoir été parmi nous ce matin, de rendre hommage à Ahmed Zabana, mais aussi de revenir sur tous ces crimes, enfin certains crimes coloniaux, parce qu'il y en a plein d'autres. Donc c'est déjà 132 ans de violence d'État contre le peuple algérien, n'est-ce pas? Merci beaucoup encore une fois d'avoir été parmi nous ce matin. Donc ce matin, ça a été, donc nous avons parlé d'Ahmed Zabana, un hommage à Ahmed Zabana, mais aussi à Abdelkader Farraj, qui eux sont les premiers donc moudjahidines à être exécutés à la guillotine un certain 19 juin 1956. Et donc toujours en hommage à Ahmed Zabana, le groupe Raina Rai justement lui a rendu hommage à leur manière, donc en chantant pour Ahmed Zabana, Viva Zabana, dans cette chanson on se retrouve.
Et de retour sur le plateau, cette fois-ci, nous allons parler environnement, nous allons parler santé, nous allons aussi parler économie à travers une décision qui a été prise et qui va placer l'Algérie aux normes internationales par rapport au carburant, puisque désormais, il n'y aura plus de plomb dans nos carburants. Et nous allons en parler en compagnie de M. Cheblel Ali. Bonjour. Bonjour madame, merci. Et vous êtes directeur de la division aviation marine de Naftal. Voilà. Alors, parlez-nous un petit peu. Donc là, une décision a été prise, plus de plomb dans nos carburants, n'est-ce pas? Effectivement, voilà. Donc c'est une décision qui est prise par le gouvernement algérien. Donc c'est une action qui devait déjà se faire bien auparavant. Mais là, ça avait déjà commencé. Hein. Exactement. Donc là, il y a une commission qui a été mise en place, donc là qui a regroupé tous les acteurs disons, du domaine, donc de l'activité à raffinage, donc les producteurs en eux-mêmes. Il y a aussi donc, le Naftal qui est chargé de la distribution de ce produit. Et aussi, il y a l'agence de régulation des hydrocarbures, la RH. Donc là, il y a un travail qui s'est fait pratiquement tout au long d'une année. Donc ça a parlé de l'essence sans plan. Et aussi au niveau de Naftal, donc on a fait toutes des actions pour contrôler disons, la teneur en plan dans les essences au niveau de nos stations. Donc ça a duré aussi un bon moment. Donc le travail consiste en prélèvement des échantillons au niveau des stations et qui sont acheminés au niveau de nos différents laboratoires pour l'analyse, pour voir exactement est-ce que l'élimination du plan se fait. Là, pourquoi je dirais que l'élimination du plan? Parce que les raffineries algériennes, ils ont commencé à produire de l'essence sans plan au niveau des raffineries. Mais sachant que il y a déjà tout un circuit de distribution qui vient des raffineries, via les canalisations, via aussi par navire et aussi au niveau de tout le processus et l'infrastructure de distribution. Donc il y a des traces de plan qui en restent. Donc là, avec l'acheminement des nouvelles essences sans plan de la raffinerie, il y a en quelque sorte une évacuation progressive de l'essence sans plan tout au niveau du réseau de distribution de Naftal. Mais sinon, il faut dire que vos laboratoires sont présents. C'est pratiquement un travail quotidien que vous faites sur terrain, justement pour le prélèvement des échantillons, pour voir un petit peu s'il en reste encore des débris de plomb. Effectivement, c'est un travail quotidien, c'est un travail qui est fait journellement. Donc des échantillons arrivent de toutes les stations à travers tout le territoire national. Et là, le travail qui a été fait, donc on a pris des stations qui ont un grand flux de roulement ou de rotation des stocks au niveau de la vente. Et on a pris même des stations qui ont des petits flux de rotation. Et donc là, on a mesuré le taux de teneur en plan dans ces essences-là. Alors, il faut dire que quand même cette procédure du sans plan a commencé il y a quelques années. Ça n'a pas été généralisé, effectivement, mais ça a quand même commencé. Naftal a commencé déjà à la fin des années 90 à commercialiser déjà l'essence sans plan. D'ailleurs, actuellement jusqu'à ce jour, il y a quand même de la consommation et de la vente de l'essence sans plan à travers tout le territoire national. D'ailleurs, même la vente, elle est partie donc d'une manière progressive. Même on observe actuellement au niveau des grandes villes une grande consommation d'essence sans plan. Et aussi, on a remarqué que, par exemple, si on prend la capitale et aussi à l'instar d'autres grandes villes, il y a complètement la disparition de la consommation de l'essence normale. On n'en trouve pas, parce que là, effectivement, c'est la technologie des véhicules qui le demande. Voilà. Les nouveaux véhicules, je dirais que pratiquement les dernières 20 années, quand même, l'Algérie a importé beaucoup de véhicules, et c'est des véhicules d'une génération technologique très avancée. Et généralement aussi, donc, c'est une consommation de l'essence sans plan. Et puis aussi, il faut le savoir que pratiquement
on reste dans les derniers pays à utiliser l'essence sans plan. Tout le monde est passé à disons pratiquement tout le monde est passé à l'essence sans plan et on ne peut pas rester les seuls au niveau du monde. Donc même si on doit acheter de l'essence sans plan, on doit donc de l'essence plutôt, c'est de l'essence sans plan qu'il y a sur le marché. Et si demain l'Algérie dégage un excédent de production en essence, donc si c'est de l'essence qui est plombée, on ne pourra même pas trouver acheteur au niveau du monde. Donc là, mais si on passe maintenant, puisqu'on passera, Inch'Allah, à partir du 1er juillet à la production de l'essence sans plan, là, si on aura un excédent, et voir avec la nouvelle raffinerie de Hassim Saoud, on aura un excédent de production en essence sans plan. Donc là, on pourra aussi le vendre à l'international. Effectivement. Alors, donc là, c'est un petit peu sur le plan économique, donc il y aura des retombées intéressantes, effectivement. Mais aussi, il faut dire que là, il y a d'autres retombées, il y a d'autres conséquences positives, mais cette fois-ci sur l'environnement, n'est-ce pas? Effectivement. Non, si je reste un petit peu déjà sur le volet économique, sur le volet déjà là, en passant à la production de l'essence sans plan, l'Algérie va arrêter complètement l'importation de l'essence. Donc là, nos différentes raffineries, donc les 5 raffineries on a au niveau de l'Algérie, donc si je peux les citer, donc on a une raffinerie au niveau d'Alger, on a une raffinerie qui est au niveau de Skikda, donc qui est considérée l'une des plus grandes raffineries en Afrique. On a une raffinerie aussi du côté de l'ouest, donc c'est à Arzew, et 2 autres raffineries au sud du pays, une à Hassim Saoud et une à Adrar. Donc c'est la production de ces 5 raffineries va suffire pour la production nationale. Donc là, l'Algérie va bénéficier en quelque sorte, on n'aura plus à importer. Donc c'est un gain en devise par rapport à l'importation qui se faisait auparavant en essence sans plan. Effectivement. Donc là, peut-être on va revenir sur le volet environnement. Oui, effectivement. Donc sur le volet environnement, quand vous connaissez tous que le plan il est nocif, il est nocif pour l'environnement, il est nocif pour la santé aussi. Voilà, donc c'est pas à moi de le dire peut-être, mais je dirais que les spécialistes l'ont dit qu'il y a beaucoup de cancers qui sont développés à partir du plan. Donc là, les études le montrent. Il y a beaucoup de... Donc là, déjà, à titre illustratif, en faisant son plein au niveau de la station, en se rapprochant du réservoir, déjà, on sent une odeur quand même très forte et nauséabonde. Donc déjà, c'est des... Et aussi, si on part au niveau de nos dépôts de chargement, donc il y a les opérateurs, ce qu'on appelle les opérateurs mouvement produit, ils sont sur le camion. Donc quand ils analysent les gaz dégagés par les hydrocarbures, donc quand ils sont plombés, il y a quand même certainement il y a des petites particules de plomb qui échappent, qui sont inhalées. Donc là aussi c'est vraiment nocif pour la santé. Et aussi, donc, on parlait de l'environnement. Donc, déjà, notre environnement, il est ce qu'il est. Vous voyez déjà qu'il est quand même assez, je dirais, assez amoché. Il est assez dégradé. Donc, je pense qu'on doit faire vraiment attention pour la préservation de l'environnement. Et le geste de consommer ou de passer à l'essence sans plan, je pense quand même c'est un acte vraiment de citoyenneté, c'est un acte vraiment je dirais d'aller vers une préservation de la nature d'une manière vraiment effective. De la nature et de la santé aussi. Exactement. Mais sinon, est-ce qu'il y a une date butoir où on ne trouvera plus donc d'essence avec du plomb, carburant avec du plomb dans nos stations? À partir du 1er juillet. Il n'y en aura plus? Oui, à partir du 1er juillet. Il n'y en aura plus? Oui, il n'y en aura plus. D'accord. Il n'y en aura plus. Et aussi, effectivement, là, je dirais, là, je m'adresse un petit peu aux consommateurs, surtout aux consommateurs, aux automobilistes qui ont des véhicules assez vieux. Donc, ils se posent la question... C'était la question que j'allais vous poser, justement. Voilà, quel serait le devenir de ces véhicules-là? Voilà. Donc là, je l'ai dit tout à l'heure, déjà le parc algérien quand même il est assez, disons il est assez récent. C'est vrai, il demeure qu'il y a des véhicules qui sont d'une génération assez âgée. Mais là, je pense que cette essence-là déjà,
elle a fait ses preuves, donc le moteur peut fonctionner normalement. Et puis même ces véhicules qui ont circulé auparavant, donc ils pourront toujours circuler. Et aussi maintenant, même sur le gain, là, effectivement, parce que ça va être une essence qui a beaucoup plus un pouvoir calorifique beaucoup plus important. Donc sur le gain des consommateurs, le consommateur qui avait l'habitude de faire un plein qu'il consommait pour 300 ou 400 km, là, il peut aller au-delà de ces 300 ou 400 km. Donc c'est vrai, il aura peut-être à payer un peu plus au niveau de la station quand il mettra son plein, mais son véhicule va circuler beaucoup plus longtemps. Beaucoup plus longtemps. Un kilométrage, on va dire, beaucoup Exactement, plus important. un kilométrage assez important. Très bien, merci beaucoup pour tous ces éclairages. Donc on rappelle, M. Cheblel Ali, vous êtes le directeur de la division aviation marine au niveau de Naftal. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous ce matin. Merci de nous avoir expliqué encore une fois donc, ce passage donc sans plomb. Voilà. C'est à moi de vous remercier. Merci. Et on continue. Dans un petit moment, nous retrouverons notre collègue Samira Hadj Amar, elle qui va donc rendre hommage à Smaïl Samsoum, lui qui est l'un des peintres qui ont marqué donc la peinture contemporaine algérienne. Mais avant cela, donc ce sera un portrait que notre collègue Adel Bouhames a dressé à un miniaturiste du côté de Sétif. On se retrouve juste après. Toi, mon fils, tu ne fais que ramasser des ordures. Sa mère lui répétait cette phrase sans cesse étant enfant. Le voyant récupérer des déchets, des branches d'arbres, des batteries et tout ce qui lui tombait sous la main. Elle ne se doutait pas que cette manie était le signe annonciateur d'une véritable vocation. Loin d'être découragé, Halim redonne vie, recycle, façonne aujourd'hui à partir d'objets de récupération de véritables œuvres d'art dans son petit atelier de fortune, dans lequel il passe le plus clair de son temps libre. Des créations qui expriment son vécu, des choses qui le touchent au quotidien, et même des événements historiques. Une sorte d'hommage qu'il rend aux martyrs tombés durant la guerre de libération nationale. Tous les objets que vous voyez là sont confectionnés à base de matières récupérées, comme la momie et le bateau cassé. Chacun représente une chose distincte et reflète en général les différents fléaux sociaux que vivent les sociétés telles que le chômage, l'émigration clandestine et les rêves de la jeunesse, des rêves perdus. Artiste dans l'âme, Halim a naturellement choisi pour métier celui de staffeur ornemaniste, une profession manuelle où il peut laisser libre cours à son sens créatif. En plus de la confection de ces bibelots, je suis spécialisé dans la décoration intérieure des maisons, en plâtre ou en pierre. Des pierres naturelles que je ramène des montagnes et des rivières avoisinantes. Son autre passion, les voitures. Il l'exprime à travers la fabrication de ces petites citadines miniatures. Un art dans lequel il fait montre de patience, de dextérité et d'une grande précision. Ambitieux, la tête pleine de rêves, Halim Chara aspire aujourd'hui à faire le tour du monde pour exposer ses œuvres. Un rêve qui n'est pas si inaccessible, puisqu'il a déjà été remarqué et invité en Tunisie, au Qatar et en Allemagne. Et de retour sur le plateau, c'était donc un portrait de Halim. Halim, lui, vous l'avez vu, un miniaturiste qui transforme des objets, il fait du recyclage en de véritables objets d'art. Et nous allons rester avec l'art et la peinture. Et cette fois-ci, nous allons parler de peinture contemporaine algérienne. Et ce sera à travers un hommage à Smaïl Samsoum. Et c'est le sujet de Samira Hadj Amar ce matin. Bonjour Samira. Bonjour Nour. Comment ça va? Très très bien. Très très bien. Alors on va parler d'un artiste peintre, pas des moindres ce matin. Donc il a vraiment marqué son nom dans l'histoire de la peinture algérienne. Exactement, il s'agit de Ismaïl Samsoum. On est d'accord, Samsoum? D'accord. Voilà. On est entièrement d'accord. Ses copains l'appellent Smaïl, l'appelaient Smaïl. Oui. Smaïl au lieu de Ismaïl, qui est un peintre algérien connu, reconnu. Ses œuvres sont, enfin, une de ses œuvres
On avait plusieurs, mais une de ses œuvres a été achetée par le Musée national des Beaux-Arts. Il est mort il y a 33 ans. Il est mort le 5 juillet 1988. Il avait 53 ans. C'est quand même jeune. Jeune, oui. Très jeune. Très jeune, oui. Voilà. Il ne s'est jamais marié. Il n'a jamais eu d'enfant, malheureusement. Donc on n'en sait pas plus sur lui. Mais voilà, Ismail Samson, c'est une histoire particulière. C'est un enfant, Walid El-Qsba. Et il a vécu à Bellecour. Walid El-Qsba, pourquoi c'est important? Parce que ça s'est imprégné dans son travail d'artiste, dans ses peintures. Il a beaucoup peint la Casbah, il a beaucoup peint les femmes de la Casbah, les enfants en train de jouer dans les ruelles, dans les dédales de la Casbah. Il a aussi peint les dédales les ruelles en dédales de la Casbah. C'est quelqu'un de particulier. Pourquoi? Parce qu'en 1957, il a reçu une balle dans le dos. On ne sait pas beaucoup de choses sur cette histoire. Il était à Paris. Il y en a qui disent que c'est parce qu'il faisait partie du FLN. Donc c'est une action, lorsqu'il était en action, on lui a tiré une balle dans le dos. D'autres donnent d'autres versions. On ne sait pas. La réalité, on ne sait pas. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Garches de Paris et c'est là que ça a commencé pour lui la peinture. Alors, il était, âgé. Hein. Il ne l'a pas appris. C'est pas quelque chose qu'il a commencé à faire dès le départ. Alors, on rappelle, Samira, que la balle qu'il a reçue, l'a mise sur une chaise roulante. Il l'a mise définitivement donc, sur une chaise roulante. Ses membres inférieurs ont été paralysés. Ismail Samson était un très bel homme. Était un homme très joyeux, il avait la joie de vivre en fait, il a fait beaucoup d'amour à donner et beaucoup de tendresse, c'est lui qu'on voit, il a un sourire ravageur et ceci s'est exprimé dans sa peinture, je suis désolée mais c'est la réalité et ses copains, artistes et autres le reconnaissent, pas que ses copains d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'il est beau, regarde ton avis, hein. C'est vrai qu'il est beau, regarde son sourire et tout. Alors ceci, c'est pourquoi je le dis, ton avis. Parce que malgré cette blessure, malgré la guerre, parce qu'on était en colonisation, sous la colonisation française, malgré cette souffrance, parce qu'il a souffert, sa vie a changé, et il a fait de la peinture joyeuse. Il était solaire et ça s'exprimait dans sa peinture. Qu'est-ce qu'il a été surtout, Ismail Samson? Il a été un peintre autodidacte parce qu'à la base, il était instituteur. Et puis un jour, il a laissé tout tomber, il a commencé à voyager. Et justement, dans ce sens, Samira, comme à l'accoutumée, tu nous as préparé un reportage dans lequel donc, tu reviens un petit peu sur le parcours d'Ismail Samson. C'est surtout Omar Kahwadji qui témoigne. Voilà. Du donc, parcours. On regarde le reportage de Samira Hadj Amar, elle qui revient sur le parcours d'Ismail Samson, un peintre qui a marqué donc, la peinture contemporaine algérienne et on se retrouve juste après. Rêverie, femme, solitude, antinomie, ruelle, Casbah. Émotion et puis instinct. Retour pour un instant sur le peintre des paradis perdus, l'artiste solaire et soleil, Ismail Samson. Retour aussi sur une amitié longue d'une vie. Omar Kahwadji se souvient et il le raconte. C'était en 1977, lors d'une discussion avec un ami commun qui parlait beaucoup d'art, qui parlait de peintres, etc. À cette époque-là, je venais de retourner de l'étranger après mes études. Et je voulais absolument découvrir le monde des arts plastiques en Algérie. Et au cours de la discussion, le nom de Samson m'a surgi. Et comme cet ami était ami intime à lui, il m'a fait l'honneur de me le présenter. Et c'est à partir de ce moment-là que notre amitié a débuté. Il se souvient de tout, ou presque. Son ami lui manque. L'artiste n'a pas seulement habité sa maison pendant 20 ans. Il hante aujourd'hui encore sa mémoire. Nous avons entretenu une relation permanente grâce d'abord à nos idéaux sur le plan amical et en même temps sur le plan artistique. Pourquoi? Parce que je partageais avec lui les mêmes goûts. J'aimais beaucoup la Casbah, les vues d'Alger. Son itinéraire aussi m'avait ébloui, sa nature. Et il avait une sorte de pouvoir sur les gens extraordinaire. Sa présence était
omniprésente. C'était quelqu'un qui était très attachant. Il aimait la vie, il aimait l'art culinaire, il aimait la musique, il jouait même de la percussion, il a joué à plusieurs reprises de la derbouka, et il estimait aussi ma fille, qu'il portait sur ses genoux à chaque fois qu'il jouait, qu'il la faisait danser, et malgré son handicap, il gesticulait quand même, et il dansait sur sa chaise roulante. La fille de Omar l'a connue aussi. Lina est le premier et l'unique portrait nature dessiné par Samsoum. C'était en 1985. On sortait d'un restaurant de la Madrague. C'était en haut dans le salon, en compagnie de mon papa également. Et je n'oublierai jamais ce moment. Donc, où spontanément il a voulu, il a pris son fusain et une feuille, et puis il a fait mon portrait, il y tenait beaucoup. Ça a été vraiment très spontané. J'avais 13 ans. Un écorché, oui, un accidenté de la vie aussi, mais vivant pleinement son existence, son art. Certains disaient qu'il avait été attaqué parce qu'il participait à la révolution avec le FLN, donc il a été touché. D'autres racontent un fait divers. Je vous avoue que je n'adhère pas à tout ce qui a été dit. Je m'intéressais à la personne, je ne m'intéressais pas à ce qui lui arrivait ou à ce qu'il était. On sentait que c'était quelqu'un qui était habité par la peinture. Il en parlait avec passion, il peignait devant nous et il était d'une façon altruiste extraordinaire. Je garde de lui quelqu'un qui vouait une sorte d'amitié illimitée. Donc, les moments aussi agréables qui restent encore en souvenir, c'était sa façon de cuisiner. Il allait à la cuisine, il nous préparait des repas, il adorait la musique, la cuisine et la peinture. Omar Kahouadji voudrait qu'Ismaïl Samsoum retrouve la place qui lui sied, pour que nul n'oublie le travail et l'acharnement des maîtres de la peinture moderne algérienne. Et de retour sur le plateau, c'était donc un retour sur le parcours de Smaïl Samsoum en compagnie de Samira Hadjamar. Alors, Samira, très rapidement, il faut dire que Smaïl Samsoum, effectivement, il a marqué de son nom l'histoire de la peinture contemporaine algérienne. Et il a été primé à plusieurs reprises, n'est-ce pas? Oui, il a été le premier artiste à être primé en 1963 par le comité des fêtes. Il a été lauréat de nombreux concours. Il a reçu la médaille d'honneur des arts plastiques. Il a fait une première exposition en 66 à l'UNAP, dont il est l'un des fondateurs. Il a fait beaucoup de choses, beaucoup d'expositions. Il a vécu 7 ans en Suisse. Il a beaucoup produit là-bas. Mais ce qu'il a produit en Algérie est particulier. Pourquoi les tons, les couleurs, le soleil apparaît dans ces toiles. Voilà, effectivement. Il faut dire aussi que Smaïl Samsoum a non seulement marqué la peinture algérienne, il a aussi marqué la philatélie algérienne, puisqu'il a fait des timbres aussi pour la collection. Pour la collection algérienne, de très beaux timbres. De très beaux timbres. Mais bon, Omar Kahouadji dit qu'ils n'étaient pas très bien faits, qu'il faudrait les refaire, qu'ils méritent beaucoup. Oui, la philatéliste que je suis, voilà. Pour moi, ça reste, je suis pas une spécialiste. Voilà. Ça reste quand même signature de Smaïl Samsoum. C'est l'histoire de la philatélie algérienne. Oui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour ce bel hommage que tu as rendu ce matin à Smaïl Samsoum. On se retrouve samedi prochain, Samira, Inch'Allah, pour une autre thématique. Allez, on te souhaite une très agréable semaine. Et dans un petit moment, la magie, ça te dit? La magie, j'adore. La magie, très bien. Alors, nous allons partir dans un monde magique en compagnie de l'un des plus jeunes. Tu le connais, le plus jeune magicien dans le monde? Non, Merlin, c'est le plus vieux d'ailleurs. Harry Potter. Harry Potter. Voilà. Allez, dans un petit moment, nous recevons Massilias Farhani, lui qui va revenir sur le monde magique d'Harry Potter, et on se retrouve juste après. Enfin une peinture algérienne aux normes internationales. Tous vos besoins en peinture intérieure
peinture métal, préparation de support ou peinture extérieure, choisissez Coral Peinture. Coral Peinture, c'est Lima faire. Massilias vient de nous rejoindre. Bonjour Massilias. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va très bien. Ah, c'est les vacances Massilias. Oui, On ça se fait repose. une semaine là. que je suis en vacances. On se repose. Ça fait une semaine que tu es en vacances. Oui. Voilà. Et donc j'imagine que pendant la semaine, tu as lu beaucoup de contes. Principalement Harry Potter. Principalement Harry Potter. Voilà, le monde de la magie. Et aujourd'hui, justement, tu as décidé, ou tu as choisi, pour ta rubrique, de nous parler des contes. Kabyle. Oui. Et d'Harry Potter également. Et d'Harry Potter. Donc on va commencer d'abord avec Harry Potter. Donc l'histoire magique d'Harry Potter est une saga composée de 8 livres. Donc dans le dernier est une pièce théâtrale qui ont été créées. Tu as tout lu? Oui, j'ai tout lu. Qui a été créée par J.K. Rowling, une anglaise. J'aimerais revenir sur la façon dont elle a créé cette histoire, qui est quand même insolite. Elle avait raté son train. Et donc dans la gare, elle réfléchissait, et puis elle a eu l'idée de créer une histoire comme ça. Oui, voilà, celle d'élèves qui se rendent par l'intermédiaire d'un train dans une école où on enseignerait la magie. Donc ça, c'était juste le décor, c'était les premières idées. Et puis donc quand son train est arrivé, et elle a créé les deux premiers personnages qui étaient donc Harry Potter et le personnage principal et Hagrid, qui est un ami de Harry Potter. Qui est mon personnage préféré. Ah bon? Oui. Je vais citer rapidement les 8 tomes. Donc le premier est à l'école Harry Potter à l'école des sorciers. Ensuite Harry Potter et la chambre des secrets. Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Harry Potter et la coupe de feu. Harry Potter et l'ordre du Phénix. Harry Potter et le prince de sang mêlé. Et Harry Potter les reliques de la mort. Le dernier étant une pièce théâtrale qui se déroule 19 ans après les derniers événements et qui est Harry Potter et le prince de sang mêlé. Quel était ton préféré? Donc moi, mon préféré, c'est le troisième. C'est Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. C'est pareil pour moi, c'était mon préféré. L'histoire, un peu, c'est celle d'un jeune garçon qui a perdu ses parents, qui ont été tués par un mage noir, qui ne savait pas qu'il était un sorcier, et vu qu'il vivait avec son oncle, sa tante et son cousin, qui le martyrisaient quand il était petit, et qui se rend finalement compte qu'il est un sorcier. Il se rend dans l'école de sorcellerie de Poudlard. Et donc là-bas, il va rencontrer ses meilleurs amis qui seront Ron Weasley et Hermione Granger, qui vont l'aider un petit peu, on va dire, dans toutes les aventures. Donc il y en a eu 8, tout comme le nombre de livres, oui. Chacune correspondant, on va dire, à une étape de la vie d'Harry Potter et qui concorde avec la précédente. Donc toutes ces aventures qui vont mener finalement à la mort du mage noir qui a tué les parents de Harry, qu'on croyait mort mais qui finalement n'était pas mort. Donc voilà pour l'histoire en général, très simplifiée, parce que c'est très compliqué de faire un résumé sur une saga aussi culte déjà, avant tout. Il faut dire que c'est la plus vendue au monde. Oui, c'est vrai. Donc on compte plus de 500 millions d'exemplaires vendus, ce qui fait quand même un demi-milliard. De rien. C'est en fait 7% de la population mondiale a lu les livres Harry Potter. Donc c'est quand même un chiffre énorme. Oui. Et aussi, il a été traduit en plus de 80 langues. Donc c'est le livre qui a le plus populaire, le roman le plus populaire. Il a été traduit en anglais, en français, en arabe, en albanais, en allemand, dans toutes les langues, la plupart des langues, on va dire. Plus de 80 langues, effectivement. Oui. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un livre culte. Et d'ailleurs, c'est le roman le plus vendu au monde. Et c'est le 3e livre, toute catégorie confondue, le plus vendu. Effectivement. Donc c'est l'histoire, on va dire, la plus connue, c'est-à-dire tout le monde connaît le nom d'Harry Potter. Effectivement, tout le monde connaît, grands et petits. Donc il n'y a pas que les petits qui ont lu ou regardé les films. Plusieurs générations d'histoire, en fait. Plusieurs générations. Effectivement. Alors, il faut dire aussi que la magie existe avec Harry Potter, mais elle existe aussi dans les contes algériens. Et tu as choisi de nous en parler aussi ce matin. Oui, donc aujourd'hui, je vais parler des contes, spécialement des contes kabyles.
le mot conte a plusieurs significations et interprétations en kabylie. On retrouve par exemple le mot emei ou oumei, qui signifie rendre grâce à Dieu, donc qui signifie remercier Dieu. On retrouve aussi le mot imlien, qui signifie les gens des temps anciens. On retrouve aussi le mot umiyi, qui veut dire une poignée de nourriture. Vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi. Et céleste, qui signifie le repas du soir. Ça aussi, je vais l'expliquer tout à l'heure. Donc, mais le mot le plus répandu pour les contes kabyles, c'est Semeshahout, qui renvoie à l'aspect merveilleux de la parole et de la voix de la conteuse. Parce que oui, les contes kabyles, c'est une tradition que ce soit une femme qui la raconte. Donc, le conte, il est raconté exclusivement, comme j'ai dit, par une femme aux jeunes enfants. Donc, et cela fait partie de leur éducation et même encore plus de leur culture et de leur tradition. Donc, le conte a été oral jusqu'aux années 1900. Donc, ce qui donne quand même une idée de l'ancienneté de ces histoires. Donc, le conte, les origines du conte viennent des traditions des Nord-Africains mélangées aux époques grecques, aux époques romaines et bien sûr des mille et une nuits. Donc les contes kabyles, c'est un mélange de toutes les cultures, saupoudré bien sûr avec du merveilleux, du fantastique, comme vous l'avez dit. Donc il y a des personnages qui reviennent plus souvent que d'autres, on va dire. Donc dans les contes, celui du chacal, en kabyle Ushen. Aussi l'ogre et l'ogresse, donc Warzen et Tsariel, et la marâtre, Santos Bebes. Et le rôle, il est souvent réitératif, c'est le même dans la plupart des contes. Donc le conte commence toujours par une formule et se termine toujours aussi par une formule. Il est toujours raconté la nuit. Jamais au matin. D'ailleurs, dormir. Oui. Et d'ailleurs, on dit aussi que les contes, ça nourrit un peu le cerveau parce que ça aide à développer, on va dire, l'imagination, oui, la créativité. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle repas du soir. Donc déjà, on le raconte la nuit, c'est par rapport au soir, et c'est un repas parce qu'il nourrit le cerveau. Donc voilà, c'est une petite métaphore qui explique les bienfaits d'un conte. Donc il nous donne toujours des leçons de morale. Donc un exemple, par exemple, on a le conte La vache des orphelins, en kabyle Sefounes Youjilen. La vache des orphelins, nous avons tous grandi avec ce conte. Hein. Oui, c'est vrai. Donc il nous enseigne qu'une mère veille toujours sur ses enfants, peu importe où elle est, du moment que ces derniers soient sages et respectueux. On a aussi le conte Ali ou Ali. Donc il nous donne la morale sur l'importance des liens qui unissent des frères. Et aussi le travail, le travail aussi, ça donne aussi une leçon sur le travail. Donc maintenant, je vais raconter un petit conte en kabylie très connu, et c'est l'un de mes préférés personnellement. Il s'agit du coffre fermé. Donc il s'agit de l'histoire d'un prince très intelligent qui désirait se marier avec une femme tout aussi intelligente que lui. Donc les critères, c'était qu'elle soit intelligente. Donc pour trouver une femme intelligente, ils se rend au marché de la ville. Il interdit toute transaction du moment que personne n'arrive à répondre du moment que personne ne réponde à sa devinette. Donc sa devinette étant quel est l'arbre qui possède 12 branches et dont chaque branche possède 30 feuilles. Donc personne n'arrivait à répondre et pendant des semaines il réitérait l'action et tout et personne à chaque fois n'arrivait à répondre jusqu'à ce qu'un jour un vieil homme vienne et lui donne la réponse. Il lui dit qu'il s'agit d'une année en kabyle Esgoues. Donc le prince est impressionné et il décide de partir dîner chez lui. Il lui achète un poulet et lui demande de le faire cuire entier, c'est-à-dire avec la tête, les pattes, sans rien enlever. Donc quand il arrive chez la famille du vieil homme, donc c'est lui qui découpe le poulet et il distribue les parts, oui. Donc la tête, il la donne au vieil homme. Les pattes, il les prend pour lui-même. Les cuisses, il les donne au garçon.
les ailes, il les donne aux filles, et la poitrine, il la donne à la mère. Donc, puis il prend un plat de la famille, il dit que ce plat est magnifique et que c'est dommage qu'il soit fissuré. Donc, l'une des filles qui était en fait... oui, voilà, c'était elle qui avait dit la réponse à son père, qui était très intelligente, a compris le message, voilà, par rapport à sa sœur. Sa sœur étant très très belle, mais qui, on va dire, manquait un peu d'intelligence. Donc cette fille-là, qui était un peu moins belle que sa sœur, mais plus intelligente, décide de répondre au prince en lui disant qu'il a donné la tête au père parce que c'est le chef de la famille. Il a pris les pâtes pour lui-même parce que c'est un invité, il est venu de lui-même, il repartira de lui-même. Il a donné les cuisses aux garçons parce que ce sont les piliers de la maison, c'est eux qui soutiennent la famille. Les ailes aux filles parce que lorsqu'elles vont se marier, elles vont quitter la maison, elles vont s'envoler d'une certaine manière. Et il a donné la poitrine à la mère car c'est le cœur de la maison. Donc le prince a tout de suite décidé de l'épouser en raison de son intelligence, à une seule condition, qu'elle ne montre jamais son intelligence au public, on va dire. Donc quand elles seront au château du prince, elle décide de lui obéir, de ne jamais montrer son intelligence et tout. Sauf qu'un jour, le prince se retrouve confronté à un problème. Deux femmes en train de se battre pour un bébé, chacune prétendant qu'il lui appartient. Donc, donc ce problème, il est très connu, on le retrouve parfois, oui. Donc il n'arrive pas à trouver de solution et la femme, elle dit à son mari de prendre le bébé et de menacer de le découper en deux pour le donner chaque moitié à une des femmes, et celle qui refuse et qui va donner le bébé à l'autre, c'est la vraie mère, donc il va lui donner à elle. Donc il décide de faire ça, il dit aux deux femmes, je vais séparer ce bébé en deux et je vais vous donner chaque moitié. L'une des femmes ne veut pas, donc c'est-à-dire il lui dit c'est bon, vous pouvez lui donner. Il se rend compte que c'est la mère, il lui donne à elle. Sauf que donc sa femme l'a désobéi, elle a montré son intelligence. Donc il lui donne un coffre, d'où le nom d'ailleurs du conte, le coffre fermé. Et il lui dit de prendre tout ce qui est cher à ses yeux dans le château et de s'en aller chez elle. Donc le dernier dîner qu'ils passent ensemble, lors du dernier dîner, elle met un somnifère dans le plat du prince, et lorsqu'il s'endort, elle le met dans ce coffre et elle l'emmène chez elle. Et lorsqu'il se réveille chez la fille, il lui dit qu'est-ce que je fais là? Elle lui dit qu'il lui avait demandé de prendre tout ce qui comptait pour elle. Et tout ce qui comptait pour elle, c'était le prince. Donc finalement, il décide de se marier avec elle. Et donc la morale de l'histoire, parce qu'on a dit que chaque histoire a une morale, c'est que la femme est toujours une moitié de l'homme. Donc on va dire c'est le bras droit de l'homme qui va le soutenir dans chaque situation. Ah ben voilà, très beau conte, effectivement, Massilias. Donc un conte avec lequel aussi on a grandi. Oui, hein. Donc là, très tu me célèbre, replonges un petit peu dans mon enfance. Très bien, bah, ça a été un très beau conte que tu nous as raconté. Merci. Donc cette fois-ci, voilà. Et donc, alors, dis-moi, Massilias, donc les contes, ça t'intéresse aussi? Passionné oui. aussi par les contes? Oui, donc personnellement, je préfère un petit peu les romans. Mais c'est vrai que quand on était enfant, on a grandi avec ces mêmes contes. Parce qu'ils font partie, on va dire, des traditions et des cultures. Effectivement. D'ailleurs, il y a des contes pour chaque peuple. Et donc, c'est bien d'avoir une culture soi-même avec laquelle on a grandi. Mais il faut dire aussi, que Massilias, que les contes, généralement, les morales, généralement, qu'on tire de ces contes, elles se croisent beaucoup entre les populations. Oui, tu sais, plusieurs fois, par exemple, on va lire un conte, le conte que tu viens de lire, c'est un conte aussi qui est inspiré de l'Anbiya aussi, hein, qui est inspiré des messagers de Dieu aussi. Donc, tu vois que ça remonte aussi à quelques millénaires. Donc, effectivement, la morale, parfois, entre les populations, elle se chevauche beaucoup. Et on se dit, mais ça, c'est un conte. Mais finalement, non, il ne l'est pas, il n'est pas forcément. Mais effectivement, donc la morale est là et le partage est là, parce que finalement, l'humanité vit pratiquement les mêmes expériences. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc c'est comme si en fait c'était la même culture avec des contes différents. Mais finalement, le but c'est toujours le même dans chaque culture, voilà, dans chaque conte de chaque tradition. Voilà, effectivement, c'est toujours un but d'avoir une morale, de l'éducation et de développer l'imagination, surtout comme tu nous l'as dit, des enfants. Et la créativité, oui. Voilà. Très bien. Alors,
Tu vas beaucoup lire, j'imagine, ces vacances. Oui. Donc là, je suis en train de relire le 5e tome d'Harry Potter, qui est l'Ordre du Phénix. Et c'est un peu compliqué parce que c'est le plus gros. C'est le plus gros, oui. Ouais. J'ai lu une seule fois. Oui. Un peu de 1000 pages, un peu plus de 1000 pages, voilà. Oui, c'est vrai. Mais pour toi, rien n'est compliqué, Nassim. C'est Nassima qui te le dit. Hein. Voilà. Merci beaucoup, Massilias, donc, pour ce beau voyage dans les contes, dans la magie que tu nous as offert ce matin. Et nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous retrouverez Bonjour d'Algérie demain à partir de 9h. Je vous souhaite une excellente journée à tous. Au revoir.